Ayant mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi, Big 500, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Rigo, take a seat now. Hustle Tilata, Nyongi Dimbaliku. God is the greatest, man. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir ma homegirl. Battante, philanthrope, femme de terrain, influenceuse mais dans le bon sens du terme. My West pour We Hustle. Take a seat, Ego. Excellent, franchement, 10 sur 10. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais j'adore. Là, j'avais l'impression que j'étais dans un film, là, cinéma. J'adore. Comment tu vas? Ça va super, super. Et toi? Merci de nous faire cet honneur. Comme je te le disais juste avant de commencer, tu brilles, tu dégages de belles valeurs, tu nous donnes de la force. C'est gentil. Tu nous donnes envie de voyager. Mm-hmm. Et pour tout ce que tu véhicules, merci. Et là, je parle vraiment au nom de toute l'équipe en My West. C'est gentil, merci. Déjà, comment je dois t'appeler? Mariam. C'est parfait? Ouais, Mariam, c'est très bien. Aïe. Pourquoi My West? My West, en fait, de base, à l'époque, je sais pas si je peux dire. En fait, j'aimais trop les stars. Du coup, je mettais plein de noms derrière mon prénom. Mariam West Brown. C'est-à-dire, mon nom, il était grave long. Et quand j'étais petite, j'étais vraiment matrixée par les États-Unis, etc. Et à un moment, avec mes potes, on s'est dit, on va tous chercher un nom. Et moi, j'avais gardé West Brown. J'ai pas envie de dire pour qui le West, parce que vraiment, cancel. Ouais, j'ai compris. Mais après, je comptais changer. Mais vu que j'étais trop dans la West Af, je suis toujours là à mettre en avant l'Afrique de l'Ouest, etc. Bah, j'avais enlevé le Brown et j'avais gardé May West pour May West Africa. Voilà. Ça tombe à pic, j'ai envie de te dire. Ouais. Hein. D'accord. Ok. Je dis que ça tombe à pic parce que Kanye, tu l'as mis de côté. Vraiment. Vraiment. Ouais. Ok, on va retenir alors. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Ouais. Moi, c'est Mariam Ndiaye. Je suis sénégalaise, mauritanienne, française de nationalité. J'aime bien dire que je suis une aventurière. Parce que j'aime bien l'aventure, j'aime bien les voyages, j'aime bien aller dans tous les sens, vagabonder avec mon sac à dos et tout. Et sinon, je suis cofondatrice de Broken Abroad. C'est une plateforme 360 du voyage à destination des jeunes, donc une start-up à Paris. Ça fait 6 ans que je l'ai cofondée avec Junior et Steven. Et qu'est-ce que je suis d'autre? Écrivaine, j'ai écrit un livre. Exact. Ouais, j'ai écrit un livre, donc écrivaine, j'aime bien dire juste pour le swag. et voilà, donc ouais, aventurière, CEO et écrivaine. Magnifique, c'est une excellente présentation. Merci. D'où tu viens? D'où je viens? Hey, c'est une grande question. Hein. Moi, je viens de Paris. J'ai vécu à Paris. Je suis née à Paris. J'ai fait toutes mes études à Paris. Donc, je suis une Parisienne 100% pure. Intramuros? Ouais, Paris 12. Ouais, bon Paris. Et sinon, mes parents, ils sont sénégalais, mauritaniens. Et du coup, je suis les deux aussi. D'accord. Pelle? Non, je suis soninké. D'accord. Ouais. Ah bon, c'est bien. Et tu sais, c'est une question que je pose régulièrement à mes voisins parisiens. Hein. Mm-hmm. Je leur demande comment c'était plus jeune parce que quand tu es à l'école, il y a des gens qui financièrement sont bien, mieux que vous. Sûrement. Est-ce que toi, très tôt, t'as senti cette différence, cet écart? Moi, franchement,
quand j'étais plus jeune, je savais même pas que j'étais broke, hein, franchement. Ok. Je savais pas quand j'étais toute petite, je savais pas qu'on n'avait pas de dalle. Vraiment. Et pourtant, en fait, quand j'étais plus jeune, moi, j'habitais dans le 15e. Dans le 15e vers Falguière, il y a la Tour Eiffel pas très loin, etc. Pourtant, on n'avait jamais mis le pied à la Tour Eiffel. Et on est une famille nombreuse. Tu vois, moi, chez moi, on est une quinzaine. Vraiment, on se dit quinzaine parce que et plus. Tu D'accord, vois, ok. on est une quinzaine. On vivait dans un petit appart, tu vois. Et en fait, comme dans tout mon immeuble, on n'était que des Renois, des Rebeux, etc. En fait, j'avais l'impression que le monde, c'était ça. Tu vois, que le monde, c'était ça. C'est que moi, quand j'étais plus jeune et que j'écoutais Banlieusard de Kerry James, je pensais que j'étais banlieusard alors que j'habitais à Paris. Ok. Mais juste parce que dans mon immeuble, en fait, c'était vraiment, genre, ça représentait vraiment toute la diversité au final de l'Île-de-France et tout. Et en fait, bah, je voyais pas l'écart parce que, en fait, dans tout mon immeuble, tous les gens que je connaissais, ils avaient les mêmes moyens que moi, ils vivaient à peu près comme moi. Et après, on a déménagé, on est venu dans le 12e, dingue. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée dans le 12e, moi, je suis allée, enfin, il y avait 2 écoles. Il y avait une école avec, il y avait 2 lycées. Un lycée avec plein, que des blancs, un lycée avec que des Renois et des Rebeux. C'était trop bizarre. Et ma sœur, on était dans la même classe. On était au même niveau scolaire. Et moi, du coup, ils m'ont mis dans l'école où il y avait donc que des blancs. Et ma sœur dans l'école où il y avait que des Renois. Et ma mère, elle a dit non, c'est mort et tout. Ils vont toutes les deux dans l'école où il y a que des blancs. Bref, et quand on arrive dans cette école, en fait, on voit le gap, en fait. On voit les gens, ils sont là, ils sont grave habillés, ils ont grave des tales. Tous les midis, ils vont manger dehors. Tu là, tu te dis, mais oh, pourquoi tout le monde a de l'argent ici? Et là, tu te rends compte qu'en fait, il y a un gap. Et c'est en grandissant aussi plus tard que je me rends compte que, tu vois, quand tu es à l'école, même en primaire, même au lycée, les profs, ils disent, ouais, vous êtes allés où en vacances? Tu sais, à chaque vacances scolaires, au retour des vacances scolaires, vous êtes allés où en vacances? Moi, je commençais à mentir au bout d'un moment. Tu vois, au début, je disais dans le 93 à Aulnay, parce que c'était les seules vacances où j'allais. J'allais tout le temps dans le 93 à Aulnay, chez mes cousines et tout, chez Iman, dédicace. Et du coup, et moi, c'était trop bien. Pour moi, c'était les meilleures vacances. C'est là, j'étais trop pressée que ce soit les vacances pour aller à Aulnay. J'étais trop pressée. Et du coup, quand je rentre de vacances, les gens, ils sont là, ouais, j'étais à Saint-Malo, j'étais à Londres, j'étais à New York. C'est là, mais attends, c'est pas les mêmes vacances. Une vacance, les gens, ils disent des trucs comme ça. 2 vacances, tu dis encore on est 3 vacances, tu commences à mentir, tu vois. Moi, à chaque fois, j'inventais des histoires. Je disais que j'étais partie à Saint-Malo, je savais même pas ça ressemblait à quoi, Saint-Malo. Ok. Je disais que j'étais partie à Londres, j'avais jamais mis mon pied à Londres. Et c'est là que tu commences à t'inventer une vie, tellement tu veux rentrer dans le moule, tu vois. Donc, ouais, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un gap. Parce que s'il faut mentir, c'est qu'il y a un souci. Mais c'était vers où dans le 12e? Dans le 12e, c'était vers Bercy, par là. Ah ouais, je vois très bien. Ok, d'accord. Daumesnil, Bercy. D'accord. Et à la maison, comment ça se passe? Parce que tu viens de me dire que vous étiez nombreux. Ouais. Tu sais, c'est bien ce côté colonie, ce côté ambiance, etc. Mais parfois, c'est aussi compliqué. C'était ton cas? Franchement, moi, je suis pile au milieu. Je suis la 7e, tu vois, 7 d'avant, 7 après, pile au milieu. Donc, je suis tout souvent dans mon monde, tu vois. Et moi, franchement, je kiffais. Quand je voulais un peu de calme, quand je voulais un peu de paix, bah, j'allais à la bibliothèque. Vraiment, j'étais tout le temps à la bibliothèque. Vraiment, dès que je sortais des cours, j'allais à la bibliothèque. Quand j'avais rien à faire le week-end, j'allais à la bibliothèque. Et j'étais fourrée à la bibliothèque. Vraiment, tout le temps, j'aimais trop. Et sinon, le reste du temps, bah, j'étais avec ma famille. En fait, ce qui était bien, c'est qu'on n'avait même pas forcément besoin d'avoir des amis, tu vois. Parce que avec mes sœurs, on a grave des âges rapprochés, tu vois. Ma grande sœur, elle a 1 an de plus que moi. Ma petite sœur, elle a 1 an de moins que moi. Tu vois, on a vraiment des âges rapprochés, limite des triplés. Et du coup, en fait, on avait trop ce truc de si on veut sortir, on sort ensemble. Si on veut jouer, on crée plein de jeux à la maison tout le temps. On avait même créé un truc, ça s'appelait Starak Mohamed. Ouais. Et du coup, Mohamed, c'est le prénom de mon père. Et du coup, en fait, on invitait les gens du quartier et on faisait un concours de talent, en fait, chez moi. Tellement, en fait, il y a tellement de monde chez moi, on s'en fout qu'il y ait des gens en plus, tu vois. Tu sais, tu m'as enlevé les mots de la bouche parce que ça allait être ma prochaine question. On a reçu Mokobe il y a quelques temps. Ouais. Lui aussi, il est issu d'une grande famille. Ouais. Et il disait qu'il y avait des lits superposés dans le salon. C'était très compliqué. C'est comme ça. C'est comme ça. Et lui, il faisait pas rentrer ses amis chez lui parce que c'était très délicat, tu vois. Ouais. Donc, la porte, là, elle était entrouverte à chaque fois. Entrouverte, tu vois. Ouais. Mokobe, tu descends. Ouais, j'arrive, tu vois. Toi, c'était pas du tout ton cas de figure? Franchement, nous, personnellement, j'ai jamais eu honte
de genre notre situation, de la famille, de où on vivait, etc. Moi, j'ai jamais eu honte parce qu'on m'a jamais fait sentir que c'était la honte. Tu vois? Je pense que c'est ça, c'est que on était tellement tous ensemble et aussi, comme je te disais, mes voisins, c'était la famille, les portes elles étaient toujours toutes grandes ouvertes, on rentrait, on sortait, etc. Donc il y avait pas ce truc de ah la honte, ta maison elle est comme ça. Et surtout, j'allais pas chez les gens. Je pense que c'est ça aussi. Genre, quand j'allais chez les gens, j'allais chez mes cousins, etc. Donc, c'était la même chose. Vraiment, il n'y avait pas trop de différence. Mais j'allais pas chez des gens qui étaient beaucoup plus fortunés, qui avaient plus d'argent, etc. Et où chez eux, ça allait être beaucoup plus joli. Et du coup, j'avais pas d'éléments de comparaison. Donc, je me disais pas, ah, tu vois, si chez elle, c'est archi beau, faut pas qu'elle vienne chez moi, etc. Parce que c'était les gens qui venaient chez nous, comme c'était la colonie, il y avait pas forcément d'éléments de comparaison. Et pourtant, il y en avait des lits dans le salon. Hein. Franchement. C'était... non, mais hey, c'est ton CV, c'est comme ça. Mais c'était les consignes du père, du papa qui disait n'allez pas ailleurs? Non, c'est ma mère. Okay. C'est ma mère, elle disait, elle préférait qu'on reste à la maison parce que justement, t'imagines, tu dois gérer 10 enfants. S'il y en a un, il part, il commence à les dormir à droite, à gauche. En réalité, c'est maintenant qu'on se rend compte pourquoi on pouvait pas dormir chez les gens. Parce qu'en fait, comment tu gères? T'as besoin que tout le monde soit là, comme ça, c'est bon. Ok, ils sont tous là. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, ils sont tous là. Plutôt que si tu dis, ok, lui, il est là, tu dois te rappeler que lui, il est allé là, etc. Franchement, c'est relou. Je pense que c'était aussi pour ça qu'elle préférait qu'on soit tous là. Mais du coup, non, on dormait pas chez les gens, à part quand c'était pour aller chez nos cousins. Et famille nombreuse, c'est aussi une bénédiction. Ouais, clairement. Ouais, tu vois, j'avance un petit peu. Comment ça se passe pour toi à l'école? T'es plutôt bonne élève? En vrai, moi, je suis une élève moyenne, mais je suis surtout timide. Tu vois, je suis très timide, donc ça veut dire que si je comprends pas un truc, je vais rien dire. Je comprends pas un truc, je suis timide et en plus, je suis têtue. C'est-à-dire que si je comprenais pas un cours, je comprenais pas un exercice, je pouvais d'un coup, au lieu de demander, lever la main comme tout le monde, excusez-moi madame, je levais la main une seconde. Si la prof, elle répondait pas, hop, je froissais le papier. Et je faisais plus rien, tu vois. Donc ça faisait que j'avais des notes moyennes. Donc j'étais pas en dessous de la moyenne déjà, donc ça va. Mais j'avais peut-être 12 de moyenne, etc. Mais pour autant, tu vois, j'avais pas cet accompagnement forcément du prof qui allait m'aider, etc., me permettre d'avancer et tout. Et c'est pour ça que moi, au collège, j'ai été un peu désorientée par ma CPE. Je suis partie, on m'a envoyée en bac pro secrétariat, alors que j'avais dit que je voulais faire du droit. Là, la CPE, elle m'a dit non, mais t'inquiète, il y a du droit et tout en bac pro secrétariat. Il y avait un cours. En plus, ça n'a rien à voir avec du droit. Mais je vois, je la crois sur parole parce que à la fin, c'est la CPE, tu vois. Tu lui envoies 2 fois le truc, elle te dit c'est ça, tu la crois sur parole. Donc, je suis partie en bac pro secrétariat, alors que je voulais faire du droit. Vraiment rien à voir. Après, j'arrive en bac pro secrétariat, je m'ennuie. Franchement, je m'ennuie parce que c'était très simple pour moi parce que j'avais quand même des facilités pour assimiler les choses, etc. Et donc, je finis première de ma classe sur les 3 années. Et au bout des 3 années, je me dis, bon, moi, j'ai pas envie de faire secrétaire, quoi. Je vais m'ennuyer. Et en plus, mon seul but dans la vie, c'est de pas travailler. Donc, j'avais pas envie de tout de suite aller bosser directement. En plus, la secrétaire, je savais que c'était pas beaucoup payé non plus. Nous, on avait beaucoup ce truc aussi de l'argent. Ma mère, elle nous parlait beaucoup d'argent. Elle nous a fait une bonne éducation financière, je trouve, quand même. C'est intéressant ce que tu dis parce que malheureusement, parfois dans nos cultures, c'est pas des sujets qu'on met sur le devant. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, tu es en train de démystifier la chose en disant que si justement vous avez été éduqué. Ouais, non, franchement, ma mère, elle avait la valeur de l'argent. Tu vois, elle ne donnait pas de l'argent comme ça gratuit. Il fallait avoir fait quelque chose, tu vois, quand même, pour avoir l'argent. Et tu vois, c'était pas comme. Souvent, je vois des trucs où les gens ils disent ouais, quand ton oncle qui te donne de l'argent, après, t'as peur de donner à ta mère parce que tu sais qu'elle va te voler. Ma mère, elle mettait dans un pot, tu vois, et tu savais que ton argent, t'allais le retrouver à la fin. À la fin. Et ça, je m'en rappelle parce que je me rappelle tout le temps, dès que j'avais 10 centimes, je les mettais dans le pot. Je disais, tu me les gardes, tu me les gardes, tu me les gardes. À la fin, j'avais calculé dans ma tête, elle m'a donné plus, tu vois, que ce que j'avais économisé carrément. Donc, je sais que on avait quand même ce truc de si on doit économiser, on peut économiser avec notre mère, tu vois. Donc, il y avait ce truc. Donc, je voulais pas faire secrétaire. Et donc, j'ai continué. J'ai fait un BTS assistant manager. Parce qu'en fait, c'était la suite logique. Quand tu fais un bac pro secrétariat, t'as pas 150 choix en vrai d'orientation. Donc, j'ai fait un BTS assistant manager. Et après le BTS, justement, pendant le BTS, je marchais en fait dans les couloirs du lycée et je savais toujours pas ce que je voulais faire plus tard. Je savais que je voulais faire de longues études parce que j'ai quand même ce truc de... comment ça s'appelle ? J'ai ce truc de challenge. Ouais. J'adore le challenge.
Et je me rappelle, en fait, un jour, j'étais au bac et je venais d'avoir le bac et je l'avais eu mention très bien, major de promo, etc. Mais c'était, encore une fois, bac pro secrétariat. Et je me rappelle, j'étais dans la rue avec une pote et on croise quelqu'un et on dit, ouais, on vient d'avoir le bac et tout. Donc, trop contente et tout, on est là, trop contente. Et le mec, il dit, ouais, vous avez eu des bacs quoi? Donc, il dit, félicitations, après, vous avez eu des bacs quoi? Après, la vie, elle se dit, bah, un bac général. Et moi, je dis, un bac pro. Il dit, oh. En fait, ça m'a mis un coup. Je me suis dit, mais il va voir, lui. C'est genre parce que moi, j'ai vraiment ce truc de. En fait, quand tu viens d'une famille nombreuse, c'est obligé d'être, comment on dit, d'aimer le challenge et de vouloir faire plus que les autres, Exact. de gagner, etc. Du coup, je me suis dit, eh ben, MDR, je vais faire un master maintenant. Tu vois pas? Parce que s'il me dit que moi, j'ai un bac pro, je peux pas faire, je vais faire un master. C'était vraiment genre juste le challenge. Juste le challenge. Du coup, j'ai fait un BTS. Le BTS, pareil, j'ai eu une mention très bien et tout. Et je savais toujours pas ce que je voulais faire. Un jour, dans les couloirs, je tombe sur les écoles de commerce. Je savais pas ce que c'était, mais je vois que sur Internet, il y a écrit c'est l'élite. Tu vois, tu fais une école de commerce, tu gagnes plus que tout le monde, t'es manager et tout, blablabla. Je me dis, OK, en fait. Je me dis, OK, c'est ça. Parce que, en fait, le but, c'était si tu vas à l'école, c'est pour gagner de l'argent. Si tu fais un boulot, c'est pour gagner de l'argent. Et c'était ça, en fait. Là, j'avais pas forcément de boulot de rêve. Franchement, travailler, c'est pas le rêve. Hein. J'avais pas de boulot de rêve. Mais je me disais, en fait, quitte à continuer, autant continuer dans un truc qui va me faire m'élever quand même par les T'élever études. socialement. Ouais, socialement, par les études. C'est exactement ça. Et donc, je fais les concours pour les écoles de commerce. Franchement, avec rien, pas de préparation, rien du tout. Le jour même, je m'inscris. Un mois après, je passe les concours. Je suis prise pour des écoles avec un pote comme ça. Et je me dis, oh, si là on est pris, on n'a rien préparé. Ça veut dire que si on prépare, on va aller beaucoup plus loin, tu vois. Et donc, je me dis, lui, il accepte l'école. Moi, je dis non, c'est mort. C'était une école vraiment mid, je crois que c'était, je sais pas, à 3. Une école de commerce à 3. Je me dis non, déjà, c'est cher, j'ai pas l'argent. En plus, l'école, elle est pas classée de fou. Autant, je bosse pour de vrai, parce que si tu me dis là, j'y arrive, je pourrais faire beaucoup mieux après. Donc, je vais en licence, parce que faut continuer d'avoir la bourse quand même. Du coup, je ne vais pas m'arrêter. Donc, je vais en licence éco-droit gestion international business. Parce que je me suis dit, au pire, si j'ai pas l'école, j'aurai au moins une licence intéressante pour continuer les études. Donc, j'étais toujours sur ce truc de je lâche jamais, je fais jamais un truc sans penser à qu'est-ce que je peux faire après, etc. Je me posais toujours pour me dire, OK, si l'option A, elle marche pas, est-ce que l'option B, elle peut marcher, etc. Et donc, je fais la licence. Pendant la licence, je passe les concours pour l'école de commerce et je suis prise du coup à l'école que je voulais sur l'année d'après. Du coup, après, je fais un master en école de commerce et voilà, that's it. Le hustle. Alors, franchement, je me suis battue. Je me suis vraiment battue. Ouais. C'est beau et sincèrement, c'est ces paroles qu'on aime entendre parce que à travers ce beau parcours et le message que tu véhicules, il y a énormément de sœurs qui vont remonter les manches et foncer. Merci pour tout ça déjà. Alors, t'avances, tu suis ta petite étoile, ta petite destinée, tu décroches le sésame, t'avances, t'es diplômé, tu fais le bonheur des tiens et du tien même, hein, j'ai presque envie de te dire. Qu'est-ce qui se passe après pour toi? Après, du coup, je suis en master et en master, c'est là que je découvre un peu l'entrepreneuriat, tu vois. Je découvre ce que c'est l'entrepreneuriat, l'innovation, l'univers des startups, etc. Parce que pareil, dans les couloirs de lycée, moi, j'ouvre les yeux, hein. J'ouvre les yeux. Et dans mon école, il y avait des flyers pour justement l'incubateur de startup, pour des startup week-ends, etc. Les startup week-end, c'est genre, tu as un week-end et tu dois créer une startup de A à Z en un week-end avec une équipe de gens que tu connais pas. Et moi, encore une fois, j'adore les challenges, donc je dis, OK, vas-y, je participe. Je participe à ce premier challenge et c'était la première fois justement que j'avais une expérience d'entrepreneuriat, etc. Et je kiffe. Vraiment, je kiffe le truc t'es là, tu crées un truc de zéro, de A à Z, et le truc, il a un potentiel d'aller loin, etc. C'était le premier projet que j'avais lancé, je me rappelle même plus ce que c'était, mais on avait gagné du coup le concours. Et là, je me dis, mais en fait, grave, je vais voir ce que je vais faire dans ça, parce que j'aime bien en fait le fait de créer des choses de zéro, de gérer des projets, etc. Mais dans ma tête, je m'étais pas dit que je vais entreprendre. Je m'étais dit, je vais faire, je sais pas, du consulting, je vais faire de la gestion de projet, etc. Dans une boîte, tu vois. J'étais pas forcément dans le truc de je vais entreprendre.
Et je fais un deuxième Startup Weekend. Encore une fois, on le gagne et tout. Donc, parce que j'ai un peu, à la force de faire des Startup Weekend, un peu la recette de comment on fait pour lancer un truc de A à Z, alors que j'avais rien lancé, tu vois. Et en Master 2, un peu pour d'abord dire, avant de lancer Broken Abroad, je voyage beaucoup. Que ce soit à partir de ma licence, de mon BTS, etc. Mon premier voyage, en vrai, c'était en BTS. Hein. C'était quand je vais à Londres. Non, je mens, je suis une grosse menteuse. Mon premier voyage, c'était quand je suis partie au Sénégal et en Mauritanie avec mes trois frères et sœurs. On y a été allés à 4 parce qu'en fait, comme je disais, on est une famille nombreuse. Donc, mes parents, tous les 4 ans, ils divisaient par 4. Et 4 personnes pouvaient aller du coup en voyage. Donc, pouvaient aller au Sénégal ou en Mauritanie. Et là, en fait, moi, c'était en 2009, la première fois où j'ai mis les pieds dans un avion, où j'ai mis les pieds au Sénégal et en Mauritanie. Et moi, ça m'avait grave marqué. Parce que je me suis dit, mais dingue, en fait, c'est pas du tout ce qu'on voit sur les réseaux. C'est pas du tout ce qu'on voit quand les gens nous parlent. Je me rappelle quand j'avais dit, je vais au Sénégal, on m'a dit, ah ouais, t'as bien rempli ta valise de bouffe et tout. Parce que là, tu vas voir la dalle. Et tout. C'est des dingueries, tous les gens autour de toi, ils se disent, mais il fait chaud et tout, des trucs. Alors que nous, on a grave kiffé quand on était au Sénégal. Et là, du coup, c'est là que je me suis dit, en fait, j'ai envie de repartir, j'ai envie de voir et tout, d'autres choses que le Sénégal et la Mauritanie aussi. Et donc, après, quand je suis partie en BTS, j'ai fait un stage en Angleterre. Quand je suis partie en licence, j'ai fait un stage de 3 mois à Taïwan. Quand j'étais en master, j'ai fait un stage de 6 mois au Mexique. Parce qu'à chaque fois, je me suis dit, il faut que j'aille voir autre chose. Il faut que j'aille voir, il faut que je tente. En sachant que là, j'étais en études, donc il y avait un cadre, tu vois. Oui, totalement. C'est ça aussi. Totalement. C'est exactement ça. Tu sais, nous, on a reçu énormément de personnes qui ont vanté les mérites du voyage, qui nous parlaient, qui m'ont moi-même, à titre perso, incité à voyager davantage. Tu vois ce que je veux dire? Et je veux que tu fasses la même chose. Ok. S'il te plaît, parle-moi de ce que les voyages t'ont apporté. Franchement, s'il te plaît. Franchement, moi, je pense que les voyages, ça m'a fait de A à Z. Ça m'a fait de A à Z. J'aime bien dire que moi, je suis un melting pot de plein de destinations, plein de personnalités, plein de cultures, parce qu'en fait, j'ai pris le meilleur de tous les pays où je suis allée. Par exemple, quand je suis arrivée, la première fois que je suis partie au Sénégal et en Mauritanie, avant d'aller au Sénégal et en Mauritanie, je parlais pas un mot de soninké, moi. Mais pas un mot. Pourtant, mes parents, ils nous parlaient soninké, etc. Mais en fait, quand tu es une grande famille, tout le monde parle français. Nous, entre nous, les frères et sœurs, etc., on parle français. Donc, au final, le soninké, tu l'entends un petit peu, tu vois. Donc, nous, en fait, on parlait quasiment pas la langue. Quand on avait, 14 ans, on parlait pas du tout la langue. Et le fait d'aller, du coup, on connaissait pas du tout la culture aussi, d'ailleurs. Mais le fait d'aller au Sénégal, en Mauritanie, ça nous a vraiment permis de connaître la culture, déjà, mettre un peu d'Afrique pour de vrai dans notre sang, parce que nous, on limite, on était 100% français au final, parce que la culture, au final, on ne l'avait pas forcément, mais juste quand même se reconnecter un peu au pays. Et du coup, quand je suis partie après en Angleterre la première fois pour un stage, mais moi, j'étais encore hyper timide. Genre, je parlais pas forcément aux gens, j'étais très introvertie, je prenais pas forcément de risques, etc. Et c'est pour ça qu'on a réussi à me faire aller dans des cursus qu'au final, j'aimais pas forcément. Parce qu'au final, je disais pas non, pas oui, juste OK. Et quand j'ai pris justement ce risque d'aller en Angleterre et que je suis arrivée, les premiers jours, j'étais solo, je faisais rien et tout. Et à force de justement voir les gens, comment ils étaient, le fait qu'ils venaient vers moi, qu'ils essayaient de parler avec moi, etc., ça m'a un peu challengée, ça m'a un peu fait dire OK, j'ai envie de rester dans mon coin, etc. Mais en fait, je ne suis pas venue jusqu'ici, je n'ai pas payé pour au final ne pas sortir de ma zone de confort, ne pas voir les gens, ne pas tenter de parler anglais, etc. Et donc, le premier mois où je faisais rien, où au final, j'ai évolué dans rien du tout, il était complètement différent du deuxième mois où j'ai grave échangé avec les gens, où le matin, je me disais, aujourd'hui, je sors. Même si j'ai pas envie, aujourd'hui, je sors, je vais voir les gens. Après le stage, je parle aux gens, je vais manger avec les gens à midi, etc. Et en fait, si j'avais pas voyagé, si j'étais encore restée à Paris sur les mêmes stages, etc., j'aurais jamais eu ce truc de je sais sortir de ma zone de confort, déjà, pour commencer. T'as gagné en confiance. Exactement, c'est ça. Et ensuite, quand je suis partie à Taïwan, c'est l'ouverture de culture, parce que
l'Asie, c'est pas pareil que la France, c'est pas du tout pareil que l'Afrique. Et c'est ouvrir sa culture, sortir des préjugés. Moi, les préjugés, enfin, je les calcule, mais pas du tout. Tu vois, je tente tout, je vais vers les autres. Tu vois, quand on était à Taïwan, les gens, ils ont envie de te prendre en photo et tout. En plus, c'était à l'époque, on était en quoi? En 2016. Les gens, ils ont envie de te faire des selfies avec toi, etc. Et tu peux te dire, encore aujourd'hui, on se dit, ouais, ils sont racistes, les gens, ils sont trop bizarres, ils prennent des photos avec moi. Mais à l'époque, tu vois, j'étais en mode. Il n'y avait pas beaucoup encore énormément de gens sur TikTok, des trucs comme ça. Mais à l'époque, j'étais vraiment en mode ah, mais trop drôle. Parce que moi, j'aurais jamais pensé à faire ça, en fait. Mais je me suis rappelé que quand j'étais au Sénégal, quand j'étais au village, il y avait un jour un Asiate qui était passé dans le village et les petits, ils couraient après lui, tu vois ou pas? Ouais. Et je me disais, en fait, Ok. j'avais trouvé ça bizarre là-bas. Et en fait, c'est pareil ici, tu vois. Même si là, c'était pas des petits, tu vois. Mais se dire qu'en fait, c'est juste que les gens, ils ont des approches différentes. C'est juste avoir le bon soupçon. Je pense que c'est ça, les bons soupçons. Exactement. Ah non, c'est terrible. Et c'est les voyages qui t'ont éduqué parce que tu t'es Exactement. remémoré cette anecdote C'est ça. au Sénégal avec l'Asiatique. C'est exactement ça. Mais c'est magnifique. Parce que sinon, j'aurais dit, mais Oui, c'est oui, bon, tu vois. Non, C'est mais ça. c'est très bien. Et tu sais, je ne cesse de répéter que les voyages éduquent aussi. Donc, tu vois, on n'hésite pas ici à dire que si les moyens le permettent, hein, bien entendu, Il faut tenter. il faut y aller. Maintenant, on est sénégalais tous les deux. Et tu sais, il y a certains parents qui ont aussi peur de laisser leur fille partir à l'aventure. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, tu sais, on a ce côté aussi protecteur, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Comment tonton et tata ont pris la nouvelle? Que je suis partie. Alors, la première fois, quand je suis partie, c'était l'Angleterre. Donc, mais dans tous les cas, en fait, moi, je savais même pas si je partais en Angleterre. J'avais deux choix. C'était soit l'Angleterre, soit le Panama. Je savais même pas où ça se trouvait, le Panama. Moi, je pensais que Panama, ça parlait espagnol. Je pensais que c'était en Espagne. Donc, déjà, heureusement, j'ai pas choisi le Panama parce que j'allais finir au Panama au lieu de l'Angleterre, alors que j'avais pas d'argent. Mais du coup, comment ils l'ont pris, franchement, moi, c'est ma mère qui m'a poussée parce que justement, j'ai dit, bah, c'est pour l'école. Moi, j'avoue, j'ai beaucoup le fake it until you make it. Donc, j'étais en mode, si je dis que tout le monde y va, enfin, pas tout le monde y va, tout le monde fait un stage à l'étranger et c'est obligé, c'est bon, il n'y a pas le choix en fait, c'est l'école. Ma mère, la solution à tous les maux, c'est l'école. Ça veut dire que si tu voulais partir en stage à l'étranger et que tu disais c'est pour l'école, ok. Ok. Tu vois, ma mère a tous les moyens, elle pouvait mettre tous les moyens à notre disposition si c'était pour réussir les études, tu vois. Par exemple, elle mettait de côté, tu vois, ma mère, elle est femme de ménage et pourtant, sur le compte de chacun de ses enfants, on est beaucoup, elle mettait chaque mois de l'argent. Tu vois, chaque mois, sur nos comptes, il y avait de l'argent. Et elle disait, c'est pour les études supérieures, c'est pour les études. Alors qu'elle savait même pas si c'était cher, si c'était payant. Tu vois, il y en a, ils font à l'université, etc. Mais ma mère, elle disait, c'est pour les études, quand vous allez grandir, quand vous allez faire les études, etc. Et du coup, ça veut dire tous les mois, elle mettait un peu d'argent sur le compte parce que au travail, un jour, elle a entendu dire que les écoles, c'est cher. Tu vois. Et du coup, elle s'est dit, bon, on va économiser. Et du coup, dès que c'était pour les études, elle investissait. Et après, bah, mon père, il suit ma mère. Bien sûr. Voilà. Nos papas sont des kings. Ouais. Sincèrement. Et c'est beau le témoignage que tu livres hein, sur tes parents en disant qu'ils t'ont toujours accompagné, qu'ils t'ont toujours épaulé. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui me fait doublement plaisir, c'est de te voir voyager avec tes parents. Tu sais, moi, j'ai perdu mon père. Et paix à son âme, mon shérif. Ouais. Et tu sais, ce que je dis aux membres de ma famille, c'est le mektoub. Hein. Faut accepter ce que le Tout-Puissant a décidé, tu vois. Mais j'aurais aimé faire des voyages avec lui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sortir du côté France-Sénégal, mais aller voir une culture en Asie. Exactement. Aller voir un pays en Asie. Aller peut-être en Amérique du Sud. Ouais. C'est quelque chose que j'aurais aimé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nos parents ont tellement sué que quand les moyens nous le permettent et quand nous-mêmes on réussit à s'émanciper, qu'il ne faut pas hésiter. Et te voir, toi, aller au bout de cette démarche, je te jure que j'avais le sourire. Ça fait plaisir. Tu vois? Donc, raconte-moi comment toi, t'as fait pour les convaincre de te suivre, etc. Ouais.
Bah, en fait, moi, je trouvais que c'était hyper important de se rappeler qu'en fait, les parents aussi, à la base, c'est des enfants qui sont arrivés ici, qui ont eu des enfants et qui vivent aussi comme nous pour la première fois. J'avais lu un truc comme ça un jour et ça m'avait grave marqué. Et moi, j'ai toujours aimé créer des souvenirs avec les gens, faire plaisir aux gens. Moi, j'adore me dire, à chaque fois que je pense à quelqu'un, je sais trouver le cadeau parfait. Tu vois, à chaque fois que quelqu'un a besoin d'acheter un cadeau, dis Mariam, tu penses que je lui achète quoi? Parce que j'arrive à savoir qu'est-ce que les gens aiment, tellement je suis hyper à l'écoute des gens et j'observe beaucoup les gens. Et du coup, pour mes parents, on avait fait en fait une fois un voyage en Mauritanie. Enfin, une fois, j'étais en Mauritanie en même temps que mon père, parce qu'il y était en même temps. Du coup, j'étais avec lui en même temps. On avait fait une journée ensemble, mais je me suis rendu compte en fait qu'il était là, qu'il kiffait. Il n'est pas que avec son Coran et, Oui. il n'a pas envie de faire autre chose. Et qu'il a envie quand même de découvrir d'autres choses, etc. Et ma mère, pareil, elle est hyper joviale. Elle est là, elle a toujours envie de tester d'autres choses. Et je me suis dit, dès que je peux, je ferai un voyage aussi avec tous les deux. Et du coup, dès que j'ai pu, j'ai eu une collaboration avec Abu Dhabi. Et ils m'ont dit, ouais, est-ce que tu veux venir du coup, à Abu Dhabi, etc., pour filmer, etc. J'aurais dit, ouais, mais que si je peux ramener 2 personnes, tu vois. Et à la base, on m'a dit, ouais, non, à la base, c'est une. J'ai dit, ouais, bah, c'est pas grave, je paye pour les deux. Et de toute façon, il y a une chambre et on sera tous dans la même chambre, etc. Et ils me disent, OK. Et donc, je leur ai dit, ouais, est-ce que vous êtes dispo dans 2 semaines, bloquez vos congés, on va à Abu Dhabi. Ils sont là, mais c'est où Abu Dhabi, etc. Ils disent, non, mais toi, t'aimes trop nous faire des trucs bizarres, etc. Je dis, mais non, ça va être trop bien et tout, parce que mon père, des fois, je le ramène à la Tour Eiffel, je le ramène à l'Arc de Triomphe, il monte, il est épuisé, etc. Bien sûr. Mais moi, c'est vraiment ce truc de créer des souvenirs et les faire kiffer. Et là, je savais que ça allait pas être un voyage comme je l'ai fait d'habitude. Parce que moi, mes voyages, sac à dos, t'es là dans des hôtels miteux, etc. J'abuse trop des voyages de Hess. Et là, je me suis dit, ça va être un voyage luxe, chill, où ils vont kiffer. En fait, ils vont vraiment profiter à fond. Et je me suis dit, c'est sûr qu'ils vont aimer. Et donc, on part tous les 3. Et franchement, c'était un voyage incroyable, vraiment mémorable. Tous les jours, ils m'en reparlent. Ils disent, ah ouais, ça c'est pas pareil que quand on était à Abu Dhabi. Hein. Tu sais, tu les vois flex avec mes petits frères et sœurs. À chaque fois, ils disent, ouais, non, vous avez pas vu Abu Dhabi, etc. Et du coup, c'est vraiment se dire que, en fait, ils kiffent eux aussi. Ils ont envie de voir autre chose. Ils ont envie de tester. Ils ont pas forcément l'argent parce qu'ils ont justement investi dans nous, dans nos études, dans la maison, dans la nourriture tous les jours, le loyer, etc. Et que, franchement, au final, ils ont pas forcément l'argent pour se faire plaisir à eux aussi. Quand ils ont de l'argent, quand ils ont les voyages, ils doivent aller ils ont l'impression d'être obligés d'aller tu sais, au Sénégal, en Mauritanie pour voir la famille, etc. Ils n'ont pas envie d'investir le peu d'argent qu'ils ont pour aller profiter, se reposer, etc. Et je trouve que c'était aussi mon rôle en tant que voyageuse avec des opportunités comme ça, de leur faire plaisir et de leur permettre de voyager aussi. Merci pour le témoignage que tu nous livres, hein, Mariam. Tu fais du bien, t'es solaire. C'est gentil. Et j'encourage fortement les gens à procéder de la sorte. Vraiment. Si la santé et les moyens sont au rendez-vous, hein, Ouais, les sincèrement. souvenirs, ça a rien de... Je y a rien de mieux. Je suis totalement d'accord avec toi. toi. Ça qui reste. Hein. Et donc, toi, tu es en train de voyager, tu es en train de prendre en expérience, etc. Moi, je veux que tu me parles déjà de ton business. Ouais. Ton business avec les marques, ton business avec tout ça. Comment toi, tu fais aujourd'hui pour gagner ta vie? Parce que quand on te voit, tu voyages, tu sillonnes le globe, etc. Mais tout ça, c'est un coût. Clairement. Mais tu sais que je voyageais, je pense les 3/4 de mes voyages, c'était avec mes jobs étudiants. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être, un moment, j'avais 4 jobs étudiants en même temps. Je travaillais en tant qu'assistante marketing dans une boîte. Je travaillais le week-end, j'étais chez Auchan, je faisais agent de rayon. Le soir, j'étais femme de ménage. J'étais femme de ménage dans le même taf que ma mère. Et de temps en temps, je faisais facteur. Ça veut dire que sur la même période, j'étais sur 4 jobs étudiants en même temps. Et c'est ça qui m'a permis de financer mon voyage de 6 mois au Mexique. J'étais en échange, donc c'était pour mon master, pour mon 6e mois au Mexique, qui m'a permis de faire un road trip après en Amérique latine, comme ça, où on a l'impression que j'avais grave des tales, alors que franchement, faut voir comment j'ai souffert.
Et sinon, et c'est pour ça que que j'ai cofondé Broken Bird aussi, c'est parce que justement, quand je voyageais, quand je partageais mes voyages, etc., il y a beaucoup de gens autour de moi, déjà rien que ma famille et mon entourage, qui me disaient mais comment tu fais pour voyager autant alors qu'on sait que t'as pas de talent en fait, on sait que t'as pas d'argent. Et je me suis dit en fait si eux ils me le demandent, c'est sûr qu'il y en a d'autres à qui à qui cette question elle peut revenir aussi. Je me suis dit que j'allais partager tous mes bons plans sur les réseaux sociaux. Donc c'était vraiment ça, le début Broken Bird, c'était juste moi qui poste mes bons plans dès que j'en trouve, parce que moi, c'est les gens en cours, ils étaient sur les sites de vêtements, les sites les Twitter, etc. Moi, j'étais sur les sites de voyage. Je regardais s'il y avait des bons plans qui allaient sortir. Parce que je me disais, à tout moment, je rate le meilleur bon plan. J'avais vraiment la FOMO, vraiment. Et du coup, c'était de là que je me suis dit, OK, je vais mettre mes bons plans, je vais permettre à tout le monde de voyager. C'est vraiment se dire que l'information, il faut la partager. L'information, si moi je l'ai, c'est pas parce que d'autres personnes l'ont que ça va baisser l'info. Donc moi, je suis vraiment dans ce truc de partage. Dès que je peux partager, je partage. Et donc, c'était ça au départ. Juste moi qui partage mes bons plans. Et après, j'ai rencontré Steven, qui était dans ma classe à l'époque. Et on s'est dit, OK, autant en faire. Moi, à la base, je voulais faire un blog. Après, il a dit, viens, on fait même un site. Du coup, on a fait un site internet. J'ai contacté Junior sur les réseaux. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse de rejoindre le projet et tout? On va faire un truc trop stylé. On va permettre à tout le monde de voyager. Tu vois, parce que lui, il voyageait aussi comme nous, un petit peu. Et j'avais dit, OK, nous, on voyage à notre échelle. Mais en fait, on est trop l'exception. En fait, on est trop l'exception. Il y a, quand tu vas dans un pays, tu vas avoir que 3 Renois comme nous qui n'ont pas trop de dalle, et tout le reste, c'est des gens privilégiés à qui on a tout donné. Et moi, je trouvais ça trop horrible parce que je me suis rendu compte de tout ce que j'ai gagné, moi, à voyager. Tout ce que j'ai appris, toutes les langues que j'ai appris, toutes les cultures, ma culture générale. Moi, j'avais 0. J'ai fait un bac pro 1. 0 culture générale. Mais maintenant, tu me donnes un truc, je peux te trouver plein de références, plein de culture G grâce à mes voyages. Et je me suis dit, en fait, il faut offrir ça à tout le monde. D'où Broken Bird, du coup. Et du coup, c'est comme ça que je finance mes voyages aujourd'hui. C'est parce que je suis la CEO de Broken Bird, je me verse un salaire tous les mois. Mais avant ça, j'étais aussi consultante. Je faisais les deux en même temps parce qu'on ne pouvait pas se verser de salaire, hein, Broken Bird au départ. Hein, et pendant 3 ans, c'était catastrophe. Hein, on n'avait pas d'argent. Et juste, on faisait ça avec le cœur parce qu'on avait notre job full-time à côté. Mais on pouvait rester jusqu'à 5 h du matin à bosser sur Broken Bird, à chercher les meilleurs bons plans pour les gens gratuits comme ça. Merci de nous partager déjà ton business plan. Clairement, mais on est totalement dans le thème. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, tu vis pleinement de ta passion même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? N'ayons pas peur des mots. Et comment ça se fait? Et comment ça se passe aussi? Est-ce que tu travailles avec des marques? Ah oui. Ouais. Alors, du coup, sur Broken Bird, on a 2 trucs. On a la partie où il y a les bons plans, la plateforme, tu réserves, Oui. on a une commission. On ne fait pas payer la commission aux voyageurs, on fait payer la commission à la compagnie aérienne, etc. Et on travaille aussi avec des marques ou même des destinations. Par exemple, on va travailler avec Taïwan. On est parti récemment avec Taïwan, avec l'Islande, par exemple, où on va mettre en avant leur destination. Donc, on va créer du contenu pour leur destination, etc., pour les mettre sur le site internet par la suite ou sur les réseaux sociaux de Broken Bird, pour ensuite que les gens aient envie d'aller dans leur destination. Donc, on travaille avec les destinations. C'est terrible. Et c'est vous qui démarchez ou c'est plutôt l'inverse? C'est du boulot. Alors, on voudrait que ce soit que les gens, mais on a peut-être actuellement peut-être 15% de deals entrants, donc des gens qui viennent nous démarcher, mais le reste, c'est nous qui devons aller courir, et ça, c'est horrible, parce que voilà. En fait, c'est parce que nous, on n'avait pas les codes. Tu vois, quand on est arrivé dans l'entrepreneuriat et surtout dans le monde du voyage, c'est un cercle fermé. C'est vraiment un cercle fermé. T'arrives, on est 3 Renois, jeunes, etc. On connaît rien, etc. Enfin, pour les gens, on connaît rien parce que nous, en vrai, on est des vrais voyageurs. On connaît tout. Pour nous, quand on arrive, on connaît tout. On a trop confiance en nous. Tu vois, la confiance que j'ai pris là quand j'étais en Angleterre. Pour nous, on l'avait vraiment. Sauf qu'en fait, on se prend beaucoup de portes au départ, nous. On se prend des portes. On arrive, on se dit, on va trop mettre. Je me rappelle l'Albanie. Comme on a mis la lumière sur l'Albanie. Et du coup, on contacte l'Albanie. On leur dit, on vous a grave mis en lumière. On peut vous refaire du contenu, etc. Vous contactez qui en Albanie? La destination, carrément. Nous, on contacte l'office de tourisme direct.
Tu vois, l'Office Ok. du tourisme, le ministère du tourisme directement, ils nous calculent pas. Ils nous calculent pas. On se dit, OK, on les voit faire des collaborations avec d'autres gens, tu vois, sur les réseaux sociaux, etc. On dit, ah ouais, c'est bien, tu vois. Ils nous calculent pas. Sur plein d'autres destinations, on contacte, on se dit, mais on sait qu'on a une valeur ajoutée, qu'on arrive à faire plein de trucs, etc. Mais personne nous calcule, tu vois, personne. Là, on se dit, mais là, tu vois, c'est bizarre. En fait, on n'arrive pas à vendre aux destinations, alors que nous, on était convaincus que notre produit, il était lourd. On a une communauté de fous, une cible grave, grave intéressante, parce qu'il n'y a personne qui cible les 18-35. On fait du contenu de fou, etc. Mais personne nous calcule. Jusqu'à ce que, en fait, on se dise, en fait, il faut qu'on aille voir les gens qui sont là depuis longtemps. On commence à parler avec Jean-Pierre Nadir, par exemple, qui a créé Easy Voyage, Faire un Move, etc., qui nous donne un peu aussi les codes un peu des compagnies aériennes, etc., des destinations et tout. Et on commence petit à petit à voir que, en fait, notre deck, il n'était pas parfaitement comme ils s'attendent à le voir. Ah, en fait, quand on les contacte, il ne faut pas contacter lui, il faut contacter lui. Tu vois, nous, on avait plein de codes comme ça qu'on n'avait pas forcément. Et c'est ce truc de si tu n'échanges pas avec des gens qui sont dans le truc, si tu n'arrives pas à rentrer dans la petite porte entrouverte, c'est foutu, tu vois, tu lâches l'affaire. En sachant que nous, on a lancé Broken Road 6 mois avant le Covid. Donc déjà, normalement, on était morts à la base, tu vois. Mais on était tellement dans le truc où on va quand même pousser, même si on se prend des passes, on tente. Et le fait qu'aussi, on est une équipe, franchement, on est 3, moi, Junior et Steven. C'est tellement la famille, on est tellement tout le temps ensemble, etc., que même si on flop, on s'en rend même pas compte. On se dit non, mais c'est eux qui ont raté, on va trouver quelqu'un d'autre, etc. On n'était pas dans le truc où dès qu'on se prend une porte, laisse tomber, bon, est-ce qu'on fait pas autre chose, etc. Nous, on poussait vraiment tout le temps. C'est franchement, t'es solaire et c'est fort ce que tu nous envoies sincèrement. Et tu vois là, le truc que j'aime bien chez toi, c'est que, alors oui, de prime abord, t'as dit que le faciès comptait, Ouais, ça compte. mais ça ne t'a pas, Non, tu vois, franchement. en te disant, ok, la porte elle est fermée, mais c'est pas grave. Il y a toujours un moyen Exactement. Mais Ouais. et c'est ça le hustle. On est totalement dans le thème. Et aujourd'hui, tu bosses avec des gens sérieux. Hein. Clairement, tu arrives à te rémunérer. Enfin, vous en réalité, parce que vous êtes plusieurs. Ouais, on est une Et dizaine. ouais, magnifique. Et je veux dire, est-ce que ça, vous tendez à vous développer davantage? Ouais, clairement. Le but, là, pour nous, c'est d'être mondial. C'est vraiment d'aller dans le monde entier. Aujourd'hui, on est surtout en France. On était au départ qu'à Paris. On est dans toute la France, etc. Et c'est pour ça qu'on a fait une levée de fonds aussi. Et la levée de fonds aussi, vraiment, tu te prends des murs. Et là, en fait, ça te humble tellement. Parce que nous, on était vraiment... Moi, je me rappelle, je parlais avec l'une de nos mentors. C'est l'une des cofondatrices de l'Afrolab, Laetitia Fall, qui nous a aidés au départ quand on se lançait. C'est une entrepreneuse noire. Et elle nous avait vraiment motivés aussi au lancement de Broken Road. Elle nous avait aidés aussi à structurer. Et je me rappelle qu'un jour, je parlais avec elle et elle me disait « Mais Mariam, ça me tue de rire parce qu'en fait, quand je parle avec toi, j'ai l'impression de parler tellement j'ai trop de... Non, tout va bien se passer, c'est bon, on va passer par là, ça va aller. » Elle dit « J'ai l'impression de parler à un homme blanc de 40 ans qui a peur de rien. » Tu vois, genre, elle dit « Ça m'impressionne, tu vois. » Tellement, en fait, moi, dans ma tête, il n'y a pas de... Si ça marche pas, si cette route, elle marche pas, je vais aller là. Non, mais tranquille, c'est pas grave, on va aller par là. Et ça veut dire que la levée de fonds, on se prenait des murs. Hein. Nous, on a dû déjà trouver des contacts de levée de fonds. C'était dur, parce que t'as pas de contact. On sait même pas comment on fait. Et on a dû passer au moins 200 calls, 200 entretiens avec des fonds. Personne nous donnait de sous. C'est mais surtout que nous, on a fait un deck. Le business plan était carré. L'évolution était carrée. On avait des chiffres. On savait qu'on faisait du revenu récurrent tous les mois. Du coup, on cochait toutes les cases. La seule case qu'on cochait pas, c'était la tête. Tu vois, il y avait rien d'autre qu'on cochait pas. Et nous, on s'en rendait pas compte que c'était ça. Tu vois, on se voyait pas dans le miroir, en fait. Du coup, nous, on croyait vraiment c'est le travail qui paye, tu vois. On se disait, mais c'est trop bizarre, on n'arrive pas à lever des fonds, etc. Personne ne nous calcule et tout. Et alors qu'à chaque fois qu'on envoyait les decks, ils nous disaient OK, parce qu'on avait des entretiens. Tu vois, normalement, quand ton deck il est pourri, les gens ne te calculent pas, ils ne donnent pas d'entretien. En fait, ils voyaient le deck, ils disaient ah, trop bien. Ils voyaient la tête, ils disaient
Ouais. Tu vois, bizarre. Et nous, on savait pas que c'était ça, en fait. Et jusqu'à que justement, après, on commence à voir les statistiques, etc. Ouais, c'est quoi 2% des minorités qui lèvent des fonds en France, moins de X% quand c'est des femmes en plus. J'ai dit, ah ouais, en plus, c'est moi qui fais tous les calls. Du coup, Ouais. en fait, j'ai rien à gratter là, tu vois. Et on se dit, OK, du coup, on fait quoi? Parce que, en fait, ça sert à rien de continuer à faire des calls. Moi, je suis là, on s'épuise. Tous les matins, tu fais des calls. Les gens, ils disent, ah ouais, trop bien projet. Et après, au final, ils te disent, non, finalement, on n'investit pas, vous n'avez pas assez de croissance, alors qu'ils ont investi sur des gens qui ont même pas encore lancé le truc. C'est des trucs, je dis, bon, en fait, on va pas dire le monde est méchant, on va contourner, tu vois. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, on va faire une levée de fonds participative. Parce que nous, on avait nos clients, on a plus de 300 000 personnes sur le site. On avait plus de 10 000 personnes qui payaient un abonnement mensuel tous les mois Ok. sur Broken Bird. Donc on s'est dit, en fait, en vrai, depuis le début, on n'a jamais pris 1 euro, on n'a jamais fait de prêt, on n'a jamais pris de l'argent à droite à gauche, on a que investi l'argent qu'on gagnait depuis le début. Et l'argent qu'on gagnait, au final, ça veut dire quoi? C'est nos investisseurs, c'est nos clients. Donc on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est que c'est nos clients qui vont devenir nos investisseurs. Simple et efficace, tu vois. Et on a dit, OK, on va faire une levée de fonds participative. On commence à faire les documents de levée de fonds, etc. En même temps, on se dit, autant, on avait un couac avec le site, du coup, il fallait le fermer pendant 2 jours. On s'est dit, autant faire un coup de com à ce moment-là. Et Junior, il se dit, OK, on va dire qu'on est mort. On va dire, on n'a pas de tal, on est mort, Broken Abroad, c'est fini, etc. Comme ça, 2 jours après, bam, on revient avec la levée de fonds. Et là, tout le monde va dire, on veut les aider, on voulait, vu qu'ils sont morts, tu vois, Ok, on veut ok. les aider. Et du coup, c'était un peu qui tout double parce que les gens, ils pouvaient vouloir se désabonner et tout, mais on se dit, vas-y, on le fait quand même. Et là, on fait ce coup de com. Et là, t'as sur LinkedIn plein de fonds qui disent, oh, bah, trop dommage, on voulait investir, trop dommage, vous étiez une bête de boîte, trop dommage. On se dit, je dis, non, c'est les gens, vraiment, ils sont trop méchants. Et on se dit, OK, là, on a Jean-Pierre Nadir, qui en plus est un investisseur qu'on voulait grave, avec qui on voulait grave bosser dans le voyage, etc., qui nous contacte et qui se dit, on fait un call, on voit ce qu'on peut faire, etc. Au final, ça va être lui notre lead invest. Donc, ça, c'est le coup de com', il a marché, quoi. Et on se dit non, on va même pas aller avec les nouveaux investisseurs qui font semblant, blablabla. On va continuer à lever les fonds avec notre communauté. Donc, on lève les fonds avec notre communauté. Au final, tous nos investisseurs qui sont dans la levée de fonds participative, c'est que des gens que limite on connaît, qu'on croise, etc., dans la rue, etc. Vraiment le vrai par nous, pour nous, vraiment dans 100%. Et du coup, ça nous fait encore plus plaisir qu'on fait des réunions d'investisseurs. Tu vois des gens, tu te dis, mais jamais, oui, c'est des investisseurs, tu vois. Ouais. Alors que c'est vraiment nos investisseurs. Tu vois, Qu'est-ce qu'ils ont à gagner, eux? Ouais, ils gagnent, ils ont des parts de l'entreprise. Ils ont des parts de l'entreprise. C'est vraiment une levée de fonds. C'est pas genre comment ça s'appelle? Un don. Un don, quoi que ce soit. Non, on n'était pas sur ça. On était vraiment sur vous investissez, vous avez une part de l'entreprise, en fait. C'était vraiment une levée de fonds participative. Ils sont tous dans le même véhicule. Donc, ça veut dire que c'est comme si c'était un investisseur. Donc, comme s'ils avaient créé un fonds. Mais ils sont tous investisseurs de Broken Arrow. Voilà. Et ça va nous permettre, ça nous a déjà permis un petit peu, de nous développer. Là, on est en train de finaliser encore la levée avec des fonds anglais. Et il y a Pharrell Williams aussi qui a investi. Pharrell Williams qui a investi dans Broken Bird en septembre dernier. Là, septembre, il y a 4 mois. Et ça nous a mis un gros coup de boost, surtout sur notre ambition d'aller... Comment vous avez fait pour l'attraper? Comment on a fait, franchement? Et là, on était dans un moment, en plus, on était en mode, faut qu'on finalise, tu vois, faut qu'on trouve des fonds, etc. Et là, on reçoit un mail de Black Ambition Prize, participer pour recevoir, participer à une levée de fonds, etc. avec Pharrell Williams, etc. Bref, on regarde, on se dit, bon, bizarre, c'est encore un truc, on va participer, ils vont nous dire non, vous êtes trop avancé, etc. Parce que combien de concours on a fait où on nous disait non, mais vous êtes trop avancé, du coup. Donc, on ne pouvait pas participer au concours. Ou des trucs où on nous disait non, du coup, là, vous êtes trop en dessous. Donc, on pouvait pas participer. On était toujours le juste milieu parce qu'on avait trop une croissance qui montait. Donc, on ne pouvait pas faire les concours de gens qui venaient de se lancer. On ne pouvait pas faire les concours des gens qui étaient trop avancés. Donc, c'était trop horrible. Et du coup, on fait le concours. Je me dis, en vrai, je sais même pas si je le fais parce qu'on a déjà participé à un concours et
Ça, on remplit, ça met grave du temps à participer au concours, à remplir le formulaire. Et au final, on n'est même pas pris, tu sais, on perd du temps, c'est relou. Et après, on se dit, bon, vas-y, le tout pour le tout. En plus, c'est Pharrell, why not et tout, on participe. On participe. Je crois 4 jours après, ils nous contactent, ils nous disent félicitations, vous faites partie, vous faites partie. Vous faites partie? Oui, vous faites partie des 5 sélectionnés pour pitcher devant Pharrell Williams pour justement gagner le prix du Black Ambition Prize. C'est des 100 000 euros. Et après, du coup, un investissement derrière. Et là, je me dis, mais dingue! Tu vois, on se dit, mais 5 jours après, en sachant que nous, dans nos têtes, on n'allait même pas forcément être prêts, on avait participé comme ça. Et il y avait vraiment eu beaucoup de candidatures. Je crois qu'il y en avait eu 1000 ou 1500 candidatures. Donc, déjà, c'était folie. Et donc, on arrive 2 jours après, ça devait être le pitch. Vraiment, c'est les Américains. Vraiment rapide. C'est pas, ça te laisse un mois pour réviser, rien du tout. C'est 2 jours après, il y avait le pitch. Du coup, on se dit, OK, on va préparer un pitch. On n'avait pas de pitch, tu vois. On avait un pitch en anglais parce qu'on avait déjà fait des levées de fonds avec des rendez-vous levées de fonds avec des fonds anglais. Mais on n'avait pas un pitch qui donnait en live, debout, etc. Du coup, on fait un pitch basique, mais un pitch dans la vibe français au final. Donc, toujours des chiffres, le business model, la roadmap, etc. On fait ça, on se dit, OK, c'est bon. La veille, je suis invitée à un dîner, justement, avec Pharrell Williams, son équipe et plein de gens, etc. Et les anciens gagnants américains du Black Ambition Prize, parce que c'était la première fois qu'ils le lançaient en France. Et je parle un peu avec les gens et tout. Et je leur dis, c'était comment et tout votre pitch? Elle me dit, elle me raconte leur pitch et elles me disent, et toi, c'est quoi ton histoire? Tu vois, moi, je leur dis, c'est comment votre pitch? Et elles me disent, c'est quoi ton histoire? Et je me dis, c'est ça m'avait vraiment tilté parce que 2 fois, on m'a demandé, c'est quoi ton histoire pour lancer Broken Bird? Et je me dis, en fait, les Américains, c'est ça. C'est vrai, c'est ça, les Américains. C'est plus le pathos, c'est quoi l'histoire? C'est quoi, oui, le storytelling. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui a fait que t'as lancé le truc? Alors que moi, quand on avait fait le pitch, on était en mode, on fait 300 000, on a 300 clients, tu sais, dans notre pitch, c'était vraiment ça. C'était les chiffres, les chiffres, les chiffres. Et comment on va gagner de l'argent? Et en fait, les Américains, ça, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Alors que la France, c'est complètement l'inverse. C'est que les chiffres. Et je me dis, je rentre du dîner, j'étais malade. J'étais archi malade ce jour-là. En plus, j'avais hésité à aller au dîner. Et je rentre du dîner, j'appelle Junior et Steven, je dis, on doit changer le pitch. J'ai dit, le pitch, là, demain, on fait ce pitch 0 sur 20. J'ai dit, demain, on fait ce pitch, on n'a rien, on gagne rien. Et ils me disent, non, arrête. Je dis, non, le pitch, ils veulent savoir l'histoire, c'est sûr et certain. Je dis, t'as demandé? Je dis, non, mais c'est sûr. Je dis, c'est des Américains. Junior dit, oui, mais c'est vrai et tout. Steven dit, mais c'est vrai, en fait, c'est des Américains. Mais bien sûr, en fait, c'est le storytelling, c'est comment tu racontes l'histoire, etc. Ça veut dire, on passe toute la nuit à refaire le pitch. On passe toute la nuit à le refaire. Je dis, OK, on va raconter mon histoire. Mon histoire, c'est que, en fait, à la base, j'ai jamais voyagé. Et quand j'étais petite, je rêvais de voyager. Et mes seuls voyages, c'était dans le 93. Et maintenant, je veux que tout le monde puisse avoir la possibilité de voyager un peu partout. Donc, c'était ça, en fait. C'était juste raconter l'histoire, ce que je viens de te raconter au final. Mais en 1 minute, en 5 minutes, même pas. Et donc, jusqu'à 5 heures du mat, on fait ça. Quand je rentre, je reste avec je prends en otage les petits chez moi parce que c'était le samedi. Je prends en otage les petits chez moi. C'est ça aussi, c'est bien d'être une famille nombreuse. Je les prends en otage, je leur dis, restez dans le salon, je dois vous pitcher le pitch jusqu'à ce qu'il soit parfait. Ils comprennent rien à l'anglais. Ils comprennent rien à l'anglais, mais dès qu'ils me voyaient bégayer, ils disaient, ça là, c'est sûr et tout. Et du coup, si tu regardes, t'écoutes les audios, on m'entend dire, do you like to travel? Et t'entends tous les petits dire, yes! Même ma nièce et tout, qui a même pas 2 ans, tu l'entends dire yes et tout, juste parce qu'ils étaient en train de me faire réviser le pitch. Ça veut dire jusqu'à pendant 2 heures, on l'a révisé ce pitch. Ça veut dire quand on est arrivé le lendemain, je dis à ma mère et mon père, ah oui, on fait un pitch, il y a Pharrell Williams, c'est stylé, vous voulez venir? Toi, tu reviens toujours à la dernière minute. Je dis non, mais c'est trop stylé et tout, venez. Ouais. Donc ils viennent, mon père il s'habille. Tu vois, il met son camis, je dis, moi aussi, je vais me changer, je vais mettre un bazin, tu vois. Ouais. Et du coup, je me change, je mets un grand boubou. Tu vois, tout le monde vient habillé, t-shirt et tout. Moi, je mets un grand boubou. Je dis, en fait, why not? Quitte à raconter mon histoire, autant raconter mon histoire même dans comment je suis habillée. Et donc, on arrive, on pitch et tout mon kiff, on gagne le concours. Donc, on gagne les 100 000. C'est une dinguerie, en fait. Comment tu gagnes 100 000 euros comme ça alors que tu comptais même pas passer le concours de base et que tu as révisé avec tes petits frères et sœurs la nuit, tu vois. Mais incroyable. C'est ton destin. Ouais, et c'est magnifique ce que tu nous envoies. Franchement, c'est beau. C'est beau. Et
tout à l'heure, tu disais que tu avais voyagé en Angleterre, etc. Mm. Est-ce que toi, tu vois le modèle anglo-saxon totalement différent, un modèle qui est beaucoup plus ouvert? Bah, en fait, c'est surtout que eux, ils ont pas honte de dire qu'il y a un problème. Tu vois ou pas? C'est que eux, en fait, ils savent qu'il y a des minorités, ils savent qu'il y a des discriminations. Ils n'ont pas honte de dire oui, il y a des discriminations. Ils n'ont pas honte de créer des groupes, créer des concours spécifiques ou des fonds spécifiques pour les minorités, pour les noirs, pour la diversity. Ils n'ont pas honte de le faire. Alors qu'en France, il y a une gêne de se dire non, ils disent non, il n'y a pas de discrimination. Non, il n'y a pas. Pourquoi on ferait un Ouais. fonds que pour les Noirs? Non, pourquoi on ferait un fonds, un concours que pour les Noirs? Ça, en France, jamais tu vas le voir. Tu vois, parce qu'ils se disent mais non, il n'y a pas de discrimination. Alors que, ok, il y a de la discrimination aux États-Unis, en Angleterre, mais ils n'ont pas honte de créer des choses pour pallier au truc, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment ça la différence. Mais sinon, la discrimination, il y en a. C'est juste qu'ils n'ont pas honte de se dire oui, il y en a, donc on va faire un truc pour au moins pallier. Est-ce que toi, à terme, t'envisages de te délocaliser, par exemple? De délocaliser, pas forcément, mais ouvrir dans plusieurs pays. Tu vois, on a envie, surtout maintenant avec le Black Ambition, avec Pharrell Williams, on sait qu'on a un pied à terre, donc on a envie d'aller aux États-Unis. On a envie, bien sûr, dès le début, quand on a lancé Broke, on était sûr qu'on voulait aller en Afrique, mettre la lumière sur les destinations africaines. En plus, tu regardes sur Broke, il y a beaucoup de destinations africaines, alors que sur tous les autres sites de voyage, tu vois, les seules destinations africaines que tu vois, c'est quoi? Sénégal, à la limite, Kenya, Afrique du Sud, Maroc, Égypte. Enfin, nous, on te met des destinations, les gens, ils ne les mettaient pas au départ, tu vois. On va mettre du Mali, on va mettre du Soudan, on va mettre tout. Bon, Soudan, là, c'est pas la bonne période, mais voilà, on va mettre un peu de tout en Afrique pour mettre en lumière des destinations qu'au final, les gens, ils n'entendaient pas forcément parler ou ils y allaient que seulement pour aller voir leur famille. Tu vois, moi, je sais que quand je suis partie au Mali ou que je suis partie en Guinée, en road trip et tout sac à dos pendant un mois et demi, les gens ils me disaient tous « Ah, t'es malienne? Ah, t'es guinéenne ?» Parce que c'est tellement habituel Ouais. d'aller dans ces pays que parce que tu viens de là-bas. Alors qu'il y a un tourisme fou, il y a Bien une culture entendu. de fou et qu'il faut aller les visiter autant qu'on va visiter la Thaïlande, tu vois, la Malaisie ou quoi. Donc, nous, c'est ça, c'est mettre en lumière des trucs, des destinations auxquelles les gens vont pas penser, faire notre part aussi comme ça en les poussant, parce qu'au final, on adresse tout le monde. Mais pourquoi Marie, elle irait pas, tu vois, en Afrique, dans d'autres pays, Mais etc. en tout cas, moi, je suis vraiment admiratif de ton travail, de votre travail, de ta détermination. Et c'est des belles valeurs que tu prônes parce que t'as rien eu gratuitement. Ouais. T'es allé chercher tout ce que t'as. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent sur le terrain, C'est clair. sincèrement. Et Pharrell, vous êtes en contact? On est en contact Avec- indirectement, mais avec son équipe. Ouais. D'accord. C'est très bien. C'est Mhm, très mhm. bien. Et t'as sorti un livre pour finir. Ouais. Tu sais, je suis parti chez Cultura. Ouais. Il est en rupture partout. Ouais. C'est à cause de ma maison d'édition, ça. Je veux pas le rééditer. J'ai vu que quelqu'un le vendait sur Amazon à 59 euros. Ah, J'ai dit, mais ouais. non, mais Non, frère, ils sont odieux. tu C'est pas vois possible. ce que je veux dire? N'abusons pas. Non, mais je me Non. suis dit, comment ça se fait en fait? Parce que tu as tellement de choses à nous apprendre, tu as Mhm. tellement de choses à nous dire là. Merci d'avoir accepté l'invite et Dieu merci. Merci à toi pour Que- l'invite. ouais. C'est magnifique, mais pourquoi le livre n'est pas disponible? Bah, en fait, moi, quand je voulais écrire le livre, c'était dans ma tête déjà depuis un petit moment, tu vois, que je voulais sortir un livre, etc., pour raconter mes voyages et avoir aussi cette représentation que moi, j'avais pas eue quand j'étais plus jeune. Moi, c'était vraiment ce truc de partager. D'ailleurs, le livre, tu savais, je l'ai écrit en 3 mois. Genre, je crois en 3 mois, du moment où j'ai dit je vais faire le livre, au moment où il est parti en impression, ça a pris 3 mois. Donc, Ok. en 1 mois et demi, il était bouclé, le livre. Et en plus, en pleine levée de fonds, je trouve. Et du coup, quand j'ai écrit ce livre, en fait, je commence à me dire, OK, je veux écrire un livre. Et le lendemain, je reçois un appel d'une maison d'édition. Donc, je reçois un mail, pardon, d'une maison d'édition qui me dit, on a pensé à une idée avec toi et tout, pour raconter des histoires de voyage, etc. Moi, je me dis, Mektoub, en fait. Quand je vois
moi, je pense la veille à écrire le livre. Le lendemain, je reçois un mail où on me dit on veut éditer un livre, tu vois, de ta part, on veut que tu écrives un livre. Je me dis, faut pas que j'aille chercher midi 14h, faut pas que j'aille contacter d'autres maisons d'édition parce qu'en fait, c'est trop sorti à pic, en fait. C'est Dieu qui me l'a envoyé, tu vois, cette maison. Et du coup, donc, je me dis, je vais avancer avec eux en sachant que la personne avec qui je parle, elle est adorable, etc. D'ailleurs, on me dit, style, bonbon, elle est trop gentille, elle bosse avec moi, on travaille sur le livre ensemble, etc. Sauf qu'en fait, c'est une petite maison d'édition. Alors qu'en réalité, j'aurais pu aller dans une grande maison d'édition, avoir 150, enfin beaucoup plus d'éditions du livre, etc., beaucoup plus d'impressions. Mais là, je suis sur une petite maison d'édition, donc ils impriment un petit peu le livre et après ils le mettent, un petit peu, après ils le rendent. Et du coup, je crois que là, actuellement, du coup, il est sold out. Il faut faire une réédition, je crois que ça coûte de l'argent. Mais en vrai, je crois que je vais récupérer les droits et je vais aller chez une grosse maison maintenant. D'accord. Mais ouais, non, c'est vraiment, je sais qu'on me le redemande souvent, mais j'ai pas repris le temps de me poser dessus, etc., parce que j'étais full-time sur Broke. En tout cas, il fallait que je te lance là-dessus. Ouais, non, t'as raison. Mais, hein, mais, t'as raison. mais je suis Faut que je vraiment, pour réfléchisse. finir, admiratif. Mm, Honnêtement, t'es une battante, t'es solaire, c'est gentil. t'es déterminée et on a besoin de voir des sœurs justement aller au front, Mhm. remonter les manches et nous montrer que tout le monde peut réussir, tout le monde peut y arriver. Il y a des barrières, mais les barrières sont aussi mentales. Ouais, mental, mais Donc, c'est les gens qui aident aussi, hein, les c'est- gens autour, c'est important. c'est- La représentation, les infos, surtout ça, c'est le fait de donner de l'info. Parce que moi, en vrai, si j'étais pas tombée comme ça, par pur hasard, c'est Dieu qui me l'a mis, tu vois, Exact. devant moi, le flyer. Sinon, j'aurais jamais su qu'il y avait des écoles de commerce, j'aurais jamais su qu'il y avait des concours de start-up. Tu vois, c'est que Mais- beaucoup de chance, en vrai, tu mais vois. comme tu l'as si Ouais. bien dit, il n'y a pas de hasard. C'est ça. Donc, en tout cas, ce sera le mot de la fin, Mariam, au nom de toute l'équipe de We Hustle. On te remercie chaleureusement à toi. pour tout ce que tu nous donnes, C'est gentil. tout ce que tu nous offres, toutes les perspectives que tu nous montres. Et on te souhaite beaucoup plus. Merci beaucoup. Amine, à toi aussi. Merci. Merci beaucoup, Mariam. C'était le tiers et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec la grande Mariam Jai et May West pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.